OK. Et là, je vous présente Aline qui va nous parler de la nourriture. C'est à toi, Aline. Alors, bonjour à tous et tous. Merci encore, Paul, de m'avoir invité ce matin. Est-ce que tu enregistres, oui, pour avoir un replay, c'est ça? Ah oui, 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 oui. Ok, super. Alors, Paul m'a demandé de vous parler des hormones féminines en 15 minutes. Alors, comment vous dire 15 minutes? C'est juste le temps de faire une mini-introduction. Alors, j'ai essayé de synthétiser, de simplifier au maximum pour essayer de vous permettre de comprendre un peu leur fonctionnement. Et puis, je vous donnerai bien entendu des clés naturaux pour pouvoir restaurer les différents dysfonctionnements. J'imagine que dans la vie d'une femme, vous avez peut-être tous eu des désagréments du cycle féminin, que ce soit un arrêt des règles, que ce soit des syndromes prémenstruels, que ce soit peut-être d'autres pathologies un peu plus importantes que les femmes peuvent avoir, comme de l'endométriose, des syndromes des ovaires polykystiques, etc., ou une infertilité. En tout cas, tout ça, c'est assez fréquent et de plus en plus fréquent dans notre civilisation actuelle. Alors, déjà, pour vous parler des hormones, il faut déjà que je vous dise un petit peu la définition d'une hormone. Donc, une hormone, c'est une substance fabriquée par une glande endocrine qui va ensuite être transportée par le sang et qui va agir sur un organe ciblé ou un tissu ciblé. L'hormone, elle va permettre de régler l'homéostasie au niveau du corps. Donc, l'homéostasie, c'est l'équilibre du corps pour qu'il soit en santé. Le chef d'orchestre de toutes ces hormones, c'est la glande hypophyse. Alors, la glande hypophyse, elle est située à la base du crâne, dans le système nerveux, et c'est le point commun, en fait, à toutes les hormones du corps. Si cette glande hypophyse fonctionne bien, c'est le garant d'une bonne santé. Donc, étant donné que cette glande, elle est située au niveau du cerveau, ça nous met un petit peu en lumière qu'il faut absolument que ce cerveau, il soit zen, non stressé, qu'on apprenne le lâcher prise, qu'on puisse justement faire des cours de yoga pour pouvoir lâcher un petit peu toutes les émotions, pour que cette glande hypophyse fonctionne du mieux qu'elle peut. Alors, cette glande hypophyse, elle va donc générer, comme je disais, pas mal d'hormones. Déjà, pour commencer, il y a la grohormone. La grohormone, c'est l'hormone de croissance qui va être sécrétée plutôt en début de nuit et qui va permettre au corps de bien grandir. Ensuite, il y a l'ACTH, cette hormone qui va agir sur les glandes surrénales et qui va stimuler tout ce qui va être les corticostéroïdes, les corticosurrénales. Ensuite, on a la TSH. Vous en avez sûrement parlé aussi. La TSH, c'est l'hormone qui va agir sur la thyroïde. Donc, elle aussi, elle est très, très en lien avec l'hypophyse et donc tout ce qui va être lien avec les systèmes nerveux, le stress, etc. Une autre hormone, la prolactine, qui va être vraiment intéressante lorsque vous êtes maman, car elle va jouer sur les glandes mammaires et va faire la production de lait. Ensuite, il y a la MSH, la mélanine, qui va aider à la pigmentation de la peau. On a l'ADH, qui est l'antidiurétique hormone, qui va jouer aussi au niveau des reins, au niveau de la rétention d'eau. On a également l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui va être intéressante au moment des contractions utérines pour justement aider à l'expulsion et à la venue du bébé. Et aussi, elle va rentrer en jeu au moment de l'accouchement pour aider la sécrétion des glandes mammaires pour pouvoir donner du lait au bébé. Et deux autres hormones qui sont essentielles également, c'est la LH, lutéine hormone, et la FSH, la folliculino-hormone. Donc, c'est plutôt celle-ci qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais aussi vous parler, bien entendu, des œstrogènes et de la progestérone.
Donc, la LH et la FSH, c'est deux hormones qui sont impliquées au niveau des ovaires et au niveau du cycle féminin. Alors, je vous ai fait un schéma. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon? Ouais. Alors, ici, je vous ai mis le cycle de 28 jours au niveau des règles, au niveau du cycle féminin. Au jour 1, c'est le premier jour d'apparition des règles. Donc, le jour 1, premier jour des règles, on va avoir la progestérone qui va être plutôt inactive jusqu'à après l'ovulation. Ensuite, on va avoir les œstrogènes qui vont augmenter progressivement. Donc, à partir du premier jour des règles jusqu'au jour 14, le jour de l'ovulation, on va avoir une augmentation des œstrogènes. On verra après à quoi ça sert. À J14, on a le pic de LH, la lutéine hormone. Ce pic de LH, il va permettre à la libération de l'ovule et l'expulsion de l'ovule dans la trompe de Fallope, et qui va amener justement la possibilité d'être fécondée. Au même moment, les œstrogènes, elles, seront au summum, et ensuite, on va avoir une chute des œstrogènes qui vont venir mourir tout doucement, tranquillement, jusqu'à J28, l'apparition des règles. Cette progestérone, elle va augmenter juste après l'ovulation, et elle va être à son maximum une semaine après, environ une semaine après l'ovulation. Et c'est ce rapport œstrogène-progestérone qui est ici qui va être problématique. C'est celui-ci qui va vous amener des syndromes prémenstruels, qui va vous amener des problèmes de tout ordre, les seins qui vont être douloureux, des douleurs juste au moment des règles, une irritabilité, etc., etc. Donc, généralement, c'est vraiment à cette période-là, en deuxième partie de cycle, juste avant les règles, où sont amenées vraiment toutes ces perturbations au niveau du cycle féminin. Voilà. Donc, au moment de l'ovulation, l'ovule, quand elle est éjectée dans les trompes de Fallope, elle va vivre environ 24 heures. Si pendant 24 heures, elle n'est pas fécondée par un spermatozoïde qui, lui, va avoir une durée de vie de 3 à 5 jours, et ben dans ce cas-là, cet ovule va perdre de son intensité, va diminuer et va mourir tranquillement pour pouvoir être évacué à ce moment-là. Généralement, on ne tombe pas enceinte tous les mois, donc ça, c'est quelque chose qui est normal, qui se fait normalement. Si cet ovule est fécondé, dans ce cas-là, l'œstrogène va augmenter de nouveau pour pouvoir aider cette nidation au niveau de la muqueuse utérine. Voilà. Et si cet ovule n'est pas fécondé, eh ben, elle se détache et ça provoque les règles. Alors, pour faire court, les œstrogènes et la progestérone, souvent, quand il y a des dysfonctionnements, c'est que soit il y a trop d'œstrogènes ou pas assez de progestérone, ou le contraire. Les œstrogènes, eux, elles vont être plutôt stimulantes. Elles vont amener un peu plus de libido. C'est souvent justement au moment de l'ovulation où on a une libido beaucoup plus importante. Les œstrogènes, elles permettent de stocker les graisses. Pourquoi? Parce que le corps humain, le corps féminin a besoin justement de réserves pour pouvoir accueillir un ovule fécondé, pour pouvoir justement nourrir le futur bébé.
Donc, c'est normal que les œstrogènes, elles, vont stocker les graisses pour pouvoir nourrir pendant 9 mois ensuite le bébé. Donc, les œstrogènes, vous l'avez compris, elles ont un rôle essentiel dans la reproduction. Le fait d'avoir pas mal d'œstrogènes protège aussi les femmes contre l'ostéoporose. C'est pour ça que quand on va être en ménopause, les œstrogènes diminuent considérablement et c'est là où il peut y avoir des problèmes d'ostéoporose avec tout ce qui s'ensuit au niveau de cette ménopause. Les œstrogènes aident aussi au niveau des maladies cardiovasculaires. Elles nous protègent. On a moins de problèmes cardiovasculaires, nous les femmes, que les hommes qui ont moins d'œstrogènes. Avoir suffisamment d'œstrogènes également aide au développement des glandes mammaires, donc des seins, mais aussi des hanches, tout ce qui va être attrait un petit peu à la féminité. Les œstrogènes aident également à la lubrification vaginale, justement pour aider cette nidation, aider cette fécondation. Et le fait d'avoir assez et suffisamment d'œstrogènes amène la souplesse de la peau. Plus on vieillit, arrivé à la ménopause, souvent les femmes, elles se plaignent d'une peau un peu plus sèche, mal hydratée, etc., etc. Donc, si les œstrogènes sont en excès, si ces œstrogènes sont en excès, il va y avoir une prise de poids parce que justement, on va garder beaucoup plus facilement tout ce qui va être graisse au niveau du corps. Il peut y avoir tout ce qui va être syndrome prémenstruel avec des douleurs de seins, parce que les seins vont être beaucoup plus gonflés, beaucoup plus en mastose. On peut avoir des irritabilités un petit peu plus, des maux de tête, des grandes fatigues si on est avec trop d'œstrogènes. Et dans les cas un peu plus pires, on peut avoir une formation de fibrome ou d'endométriose ou des ovaires polykystiques. Et au pire du pire, quand on a trop d'œstrogènes, dans ces cas-là, il va y avoir peut-être un développement de cancer hormonodépendant, que ce soit au niveau des seins, au niveau des ovaires, de l'utérus, etc., etc. Lorsqu'on est en déficit d'œstrogènes, on va avoir peut-être des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, des troubles de l'humeur un peu plus importants. Et l'ostéoporose qui peut aussi un peu plus se développer. Voilà pour les œstrogènes. La progestérone, elle va être plutôt calmante. Elle nous amène cette tranquillité. Elle nous amène cette facilité de concentration également. La progestérone, elle va aider à la combustion des graisses. Souvent, les personnes qui sont plutôt avec un excès de progestérone et un déficit en œstrogène, ça va être des personnes qui vont être un peu plus androgynes, moins de seins, moins de hanches, qui vont brûler beaucoup plus rapidement les graisses, qu'elles peuvent manger tout ce qu'elles veulent et elles ne stockent rien au niveau du corps. La progestérone, elle aide aussi à la préparation du placenta pour justement cette nidation de l'ovule fécondé. Et elle développe l'endomètre pour justement cette nidation. Donc, quand on a un excès de progestérone aussi, il peut y avoir justement cette endométriose ou cet endomètre qui est un peu plus en prolifération. Si cette progestérone est en excès, il va y avoir de la transpiration excessive, des maux de tête, peut-être des vertiges, des nausées, une trouble aussi de la parole, peut-être des insomnies, des douleurs articulaires, en tout cas pas mal de petits désagréments avec aussi une sécheresse vaginale, un manque de libido, l'hypertrophie des seins et il peut y avoir aussi des acnés qu'on peut retrouver, acnés hormonodépendants. Et puis un peu plus de problèmes cardiovasculaires parce qu'on va plus du côté masculin avec ce profil androgène. Et vraiment, quand les progestérones est en déficience, il va y avoir aussi cette infertilité parce que bien entendu, comme je vous l'ai dit, la progestérone prépare le placenta, elle développe l'endomètre pour l'anidation. Donc, si on n'a pas suffisamment, tout ça, ça peut pas se faire correctement. Voilà à peu près. Donc,
le rapport œstrogène-progestérone est hyper important. Et du coup, il faut essayer de bien nettoyer son corps, de bien préparer son corps pour ne pas être ni en excès ni en déficit. Alors, pour ça, il va y avoir des clés naturaux. Alors, les clés naturaux... Pardon, Aline, je veux juste faire une petite coupure dans l'enregistrement. OK, désolé. Et c'est bon. Non, j'en prie. OK. Alors, au niveau des clés naturaux pour justement un bon rapport entre les œstrogènes et les progestérones, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones, elles sont, pour permettre de bien synthétiser les hormones, elles ont besoin de cholestérol, du bon cholestérol. Donc déjà, l'intérêt aussi au niveau de l'alimentation, d'avoir suffisamment de bon cholestérol pour aider ces hormones à être envoyées à chaque tissu cible ou à chaque organe cible. Ils ont besoin aussi de vitamines du groupe B, donc qu'on va retrouver dans tout ce qui va être céréales complètes, dans la levure de bière, le pollen, tous ces éléments, les fruits et légumes, etc., qui vont être riches en vitamines du groupe B, qui va jouer aussi sur la méthylation. On en reparlera un peu plus tard. On a besoin de magnésium et de zinc. Le zinc, comme l'hypophyse, je vous disais, c'était le chef d'orchestre des hormones, le zinc, c'est le chef d'orchestre des oligoéléments. Sans zinc, il y a plus de 350 fonctions qui ne vont pas pouvoir être bien comme il faut au niveau du corps. Donc, du coup, le zinc est hyper important dans toutes les hormones. Là, je vous donne des clés naturaux pour toutes les hormones, quelque part. Hein. Donc, ça, c'est important. Et les hormones, elles sont véhiculées aussi par des acides aminés, d'où l'importance d'avoir un bon apport de protéines dans votre alimentation. Ensuite, on a vu que l'hypophyse était le garant, était le chef d'orchestre de toutes les hormones. Donc, il va falloir aussi régler tout ce qui va être neurotransmetteur, que ce soit la mélatonine, la sérotonine, le tryptophane. Et donc, pour le coup, il faut gérer son stress, avoir un bon sommeil, récupérateur, etc. D'où l'intérêt aussi de faire de la méditation, d'être dans un lâcher-prise, de faire du yoga, etc. etc. Ensuite, les hormones, elles sont en concomitance, c'est-à-dire qu'elles vont travailler ensemble. On a vu que c'était l'hypophyse qui était le chef d'orchestre, mais ensuite, il y a un découlement en cascade avec toutes les autres glandes endocrines. Et donc, il faut toujours tenir compte dans tous les problèmes hormonaux de toutes les glandes endocrines, que ce soit la thyroïde, les surrénales, le pancréas, avec les problèmes d'insulinorésistance, etc., etc. Et aussi, au niveau des mitochondries, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les conférences que j'ai faites avec Paul, ces mitochondries qui vont être le garant d'un bon fonctionnement de chaque cellule de notre corps. Au niveau des œstrogènes, les œstrogènes doivent être absolument drainés et détoxifiés avec le foie. Donc, c'est au niveau du foie, au niveau de la cellule hépatique, que se drainent les œstrogènes. Donc, il est hyper important pour drainer le foie de faire attention au niveau de son alimentation, de faire éventuellement des jeûnes réguliers ou du jeûne intermittent ou d'alléger le repas du soir et de vraiment faire attention à limiter l'apport en sucre qui va se transformer en graisse et donc du coup amener beaucoup plus d'œstrogènes au niveau du corps. Le foie, c'est aussi une grande
une grande usine de notre organisme avec plus de 500 fonctions et le foie est très, très, très complexe. Dans les problèmes hormonaux, il est important et intéressant de savoir, et ça c'est vraiment le naturopathe qui va pouvoir vous aider, vous aiguiller là-dessus, si le foie a besoin d'être drainé ou s'il a besoin d'être soutenu. Donc ça, c'est deux choses aussi importantes. Donc, chaque problème féminin va avoir ça, comment dire, son propre fonctionnement. Donc là aussi, c'est important. Si vous êtes trop fatigué, c'est pas le moment de drainer le foie. Il vaut mieux le soutenir et vice versa. Si vous êtes trop dans la surcharge, dans ce cas-là, et que la force vitale est suffisante, il est intéressant dans ce cas-là de vraiment drainer le foie. Alors le foie, il a 3 phases pour la détox qui est ultra importante. Alors il y a la phase 1, 2 et 3. Souvent, pour faire comprendre un peu à ma clientèle, je dis ça se fait donc en 3 phases. La première phase, c'est on rassemble les déchets. C'est-à-dire, on passe le balai et on met tout ça dans un petit tas. Le deuxième, on va prendre ces déchets et le mettre dans la poubelle. Donc ça, c'est la méthylation. On prend et on met dans la poubelle. Et la troisième phase, c'est l'élimination. On va porter cette poubelle, ce sac poubelle, à la poubelle pour qu'elle aille se faire dégrader. Et donc là, c'est l'élimination avec les excrétions urinaires, les fesses, etc. Donc, vous l'aurez compris, il faut aussi des bons reins et un bon intestin. Donc, tout ça va être aussi hyper important de voir un petit peu à quel endroit au niveau de chaque corps humain le problème est, on va dire, coupé. Où est-ce qu'il va y avoir un désagrément? Est-ce qu'on ne boit pas suffisamment d'eau, mais trop de tisane ou trop de choses qui vont être drainantes? Est-ce que l'intestin il est poreux? Est-ce qu'on est constipé, etc. Ou est-ce qu'il y a une dysbiose intestinale? Tout ça, on va vraiment individualiser chaque problématique pour pouvoir voir le côté holistique de la problématique. Voilà. Donc, pour faire vraiment les phases 1, 2 et 3 au niveau de la détox du foie, en naturo, on va aider avec, par exemple, dans la phase 1, on va amener du curcuma, on va amener des radis noirs, de la fumeterre, de l'artichaut, des plantes un petit peu qui vont être soufrées pour collecter justement et remettre en circulation ces œstrogènes. La deuxième phase, donc c'est la phase de la méthylation où on va avoir besoin de glutathion. Le glutathion ainsi que les vitamines du groupe B qui vont aider justement à l'homocystéine à être nettoyée. Et là, on va l'avoir avec les aliments soufrés également, mais on va les avoir avec les œufs, on va les avoir avec les brocolis, avec le lin, avec un peu le soja également. Et tout ça, ça va permettre de collecter justement ces œstrogènes. Et ensuite, la sulfoconjugaison et l'excrétion urinaire avec du bol d'eau, de la taurine ou d'autres produits pour aider justement à cette élimination avec éventuellement des bonnes fibres pour les intestins, des probiotiques, etc., etc. Au niveau des clés naturaux, on va aussi, s'il y a trop d'œstrogènes, on va limiter l'apport en oestrogènes. Alors, qu'est-ce qui va amener énormément d'œstrogènes en termes d'aliments dans le corps? Alors, il va y avoir les câpres, alors on n'en mange pas non plus tous les jours. On a du cumin, du carvi, le ginseng qui apporte énormément d'œstrogènes, le réglisse également, la réglisse, le lin, graines de lin, la bière, la levure de bière, tout ça apporte pas mal d'œstrogènes. La sauge
également et le soja. Donc, bien entendu, si on a des problèmes hormonodépendants ou autres, on va limiter ces apports en œstrogènes. Et ensuite, pour finir, il va falloir vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est la bête noire de notre civilisation. On va faire attention avec tout ce qui va être perturbateur endocrinien. Et ça, on en a de plus en plus, dû aux xénobiotiques, dû à la pilule, à tous les antibiotiques qu'on va retrouver dans l'eau, à la mauvaise qualité de l'eau. Les traitements hormonaux substitutifs qui vont être très, très, très perturbateurs endocriniens. Et puis, on a le tabac, l'alcool, les pesticides, les plastiques, chauffés au micro-ondes, etc., etc. Donc déjà, toutes les personnes qui vont avoir des problèmes hormonodépendants, on va essayer d'avoir une vie de plus en plus saine et on accompagne les gens justement à faire cette chasse à tous ces perturbateurs endocriniens. Déjà, en commençant par boire une eau de qualité est très, très importante pour notre organisme. Et ensuite, en clés naturaux, il va falloir soutenir aussi les intestins, parce que souvent, les intestins, on l'a vu tout à l'heure, on parlait des neurotransmetteurs, la sérotonine qui est hyper importante pour les cellules endothéliales au niveau de l'intestin. Et puis, on va gérer aussi la dysbiose intestinale, la constipation, en amenant des bonnes fibres, en amenant des éléments qui vont réparer la muqueuse intestinale avec de la glutamine, avec des probiotiques, avec aussi du zinc pour les jonctions serrées. On va avoir les vitamines du groupe B, etc., etc. Donc, plus on va être dans une alimentation variée, équilibrée, saine, tournée plutôt vers tout ce qui va être légumes verts, bonnes fibres, légumes, fruits, des bons acides gras essentiels avec les oléagineux, et puis augmenter un petit peu sa consommation de brocolis, que ce soit en cru, en cuit, régulièrement. On va aider au niveau du corps, au niveau des œstrogènes à être éliminés. Et puis, moi, je trouve que j'ai énormément de résultats dans les personnes qui viennent me voir lorsque il y a des problèmes comme ça, hormonaux, en faisant des jeûnes intermittents ou des jeûnes un peu plus longs. C'est vrai que les troubles de la ménopause ou de la préménopause ou des ovaires polykystiques ou d'endométriose ou d'infertilité sont vraiment aidés par des jeûnes courts ou plus longs ou accompagnés. Enfin, en tout cas, s'ils sont plus longs, il faut qu'ils soient accompagnés. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire en 15 minutes sur les hormones féminines. J'espère que j'ai pu donner un peu des clés pour pouvoir répondre un petit peu à vos questions. Alors, bon, je ne sais pas si Mariam, vous avez des questions ou Paul peut-être. OK. D'abord, merci beaucoup. Oui, oui. Et pour les questions, je pense, tu as évoqué un peu les sucres. Et tu peux juste redire ce que tu as dit sur les sucres. Tu parles un peu des estrogènes et tu as évoqué un peu les sucres. Oui, alors au niveau des sucres, souvent, quand il y a des perturbateurs comme par exemple l'endométriose ou les ovaires polykystiques, il peut y avoir un problème en parallèle avec l'apport de sucre et ce syndrome métabolique qui va jouer au niveau du pancréas où cette insuline va pas être suffisamment tonique, on va dire, pour faire rentrer le sucre dans la cellule. Et donc, ce sucre, il va rester au niveau du sang et amener ce syndrome métabolique.
Et d'où la problématique où ensuite, du coup, ce sucre va se transformer en graisse et les graisses vont augmenter les problèmes liés aux œstrogènes en Ouais, excès. ouais. Donc OK. là aussi, pareil, comme je disais, tout est relié. Donc le fait de vraiment faire attention au niveau du pancréas, au niveau de ce syndrome métabolique lié justement à cette insuline, elle est très, très importante et c'est une piste à, à, à observer très régulièrement lorsqu'il y a ce genre de problème. Ouais. OK, cool. Et est-ce que le miel ou le sucre des fruits compte ou pas? Alors, tout est question de dose. Ouais, Paracelse disait: «Tout est poison, seule la dose compte». ouais, Hem, donc c'est vrai que, si vous allez manger, 10 fruits par jour ou de la confiture faite maison en disant: «Il y a moins de sucre» ou autre, et que vous mangez, 1 pot tous les 3 jours, bien entendu, ça va être trop en excès et dans ce cas-là, n'importe quel sucre, même si c'est du fructose, il va être, toxique, on va dire, poison pour le corps. Donc, il faut être dans la juste mesure. Généralement, quand on dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour, moi je dis c'est un fruit et 4 légumes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de limiter cet apport de sucre. ouais. OK. Oui, je pense que c'est clair. Très bien, merci. Euh, OK, je pense là, je vais couper l'enregistrement encore. Donc, merci Oui, beaucoup pour oui. ça. OK, voilà, dernier mot. Je pense que la chose la plus importante qu'il faut retenir pour la bonne élimination des œstrogènes en excès, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment cette détox au niveau du foie. C'est le foie et lui seul qui va vraiment aider à cette élimination. Donc, bien voir s'il faut le drainer ou le soutenir, faire les 3 phases de détox du foie qui sont hyper importantes et s'assurer que l'élimination soit faite et qu'il n'y a pas eu de rétroaction au niveau du corps qui va reprendre les œstrogènes qu'on a mis en circulation. Ouais. Donc, c'est vraiment cet accompagnement de détox qui est primordial pour éliminer les œstrogènes circulants, on va dire. OK, cool.